Bienvenue dans Quête de Sens, je suis très heureuse d'être avec vous. Ça y est, c'est l'été et on continue tout l'été, tous les mercredis à se retrouver. Là, on va tout de suite à la rencontre de Steve Jurion, youtubeur hypersensible au top. Il nous raconte ce jour où tout a changé pour lui. Ma vie a changé le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible parce que ça m'a permis de mieux me comprendre, de mieux m'écouter et surtout de ne plus me laisser submerger par mes émotions. Alors ça arrivait à travers quelque chose que je n'avais absolument pas prévu. J'ai eu une énorme maladie chronique, une maladie auto-immune au niveau de l'appareil digestif. Et j'avais beau avoir des habitudes de vie très saines, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un sommeil correct, voilà, des habitudes sportives. Malgré tout, il y a quelque chose qui n'allait absolument pas dans ma vie, c'est que je n'écoutais suffisamment pas mes émotions en fait. À partir du moment où j'ai vraiment écouté mes émotions, les choses se sont vraiment transformées. Déjà, j'ai arrêté de me laisser submerger par mes émotions. C'est-à-dire que mes émotions ne prenaient plus le contrôle, mais c'est moi qui arrivais au contraire à utiliser ces émotions à bon escient et puis à les diriger là où je voulais pour vraiment créer un réel impact sur différents projets de ma vie, ce qui m'a permis de développer plein de choses intéressantes, m'épanouir différemment, en tout cas de manière plus optimale et surtout retrouver une belle stabilité en apprenant à réguler ses émotions. Plus de 30% de la population serait hypersensible. Et tu sais quoi? J'ai fait le test et bien sûr, quasi toutes les réponses correspondaient à cela. Donc, j'ai fait la grande découverte grâce à Steve. Il nous donne tout de suite 5 signes de l'hypersensibilité. Alors, c'est vrai, il y a plusieurs signes qui sont très probants, sur lesquels on ne peut pas se tromper. C'est d'abord une grande intensité émotionnelle ressentie. Tu sais, tu sens que tu as vraiment tes émotions qui sont à fleur de peau. Là où quelqu'un va ressentir une émotion à peu près normale, toi, tu vas avoir l'impression que c'est décuplé, que c'est multiplié par 10 ou par 100. Oui. Première chose. La deuxième chose, c'est avoir des réactions fortes aux stimuli sensoriels. Donc, tu vois, on s'était vu il y a quelques jours dans une autre ville et il y a une moto qui était passée. Et tout de suite, je ne peux plus parler, je ne peux plus me concentrer sur ce que les autres disent, par exemple, parce que cette intrusion sensorielle vient tout perturber dans mon analyse de l'information. Donc ça peut être des sons très forts, des musiques voilà, qui sont fortes, et des lumières qui sont très fortes, un environnement où il y a du monde, il y a du mouvement, où tout est agité. Donc tout ça, ce sont des éléments perturbateurs qui peuvent vraiment déranger ce que tu étais en train de faire, une conversation, une tâche intellectuelle, voilà. La présence avec d'autres personnes, ça peut vraiment complètement tout perturber. Puis surtout, j'ai envie de vous demander, je le fais pas souvent, de vous abonner si vous voulez continuer à découvrir de plus en plus de contenu en quête de sens. Vous appuyez simplement sur le bouton là en dessous, s'abonner. On était au deuxième signe d'hypersensibilité. Voilà. Bon, c'est déjà des signes que tout le monde ne vit pas. Hein. Oui. Voilà. Troisième, c'est une empathie accentuée. Tu sais, tu vas un peu quand tu rentres dans une salle, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, lorsque tu rentres dans une salle, tu sens l'énergie ambiante, tu sens l'énergie des gens sans qu'on ne dise rien en fait. Et il y a, tu sais, ce côté éponge émotionnelle où tu vas te laisser un petit peu envahir par les énergies des autres. Oui. Et le fait d'être assez empathe, lorsque par exemple tu vis en couple avec quelqu'un, si ton partenaire ou ta partenaire ne va pas bien, sans qu'elle te dise un mot, tu vas commencer à absorber ces mots MAUX et tu vas vraiment confondre tes besoins avec ceux des autres, ce qui peut être hyper perturbant. Je ne sais pas si toi ça t'est arrivé dans ta carrière à la télé, tu es toujours entouré d'une équipe, il y a beaucoup de monde autour de toi, ils ont tous leurs affects, leurs pathos, tout ça, ça déborde par moments dans les périodes de rush, de grosses tensions. Et toi, tu sais, c'est comme si tu avais des radars, des antennes qui captent tout autour de toi. Et du coup, tu prends les trucs pour toi à un tel point qu'au bout d'un moment, tu n'arrives plus à discerner les problèmes des autres et tes propres problèmes. Et là, ça devient très problématique parce que souvent, ça donne lieu, encore une fois, à une submersion émotionnelle où tu pètes un plomb, tu débordes. Les autres ne comprennent même pas pourquoi, en fait. Parce que eux, ils sont OK avec ce qu'ils ressentent, mais toi, tu prends les ressentis des autres en plus des tiens. Oui, c'est ça. Et ça se joue beaucoup dans le non-verbal. Oui. Chez nous, enfin, c'est oui, ce que je peux dire chez nous d'ailleurs. Mais oui, en fait, on a un ressenti du non-verbal de l'autre qui est assez incroyable. Et c'est ce qui fait qu'on va prendre ce non-verbal pour nous et que ça va susciter plein d'émotions. On va avoir l'impression que c'est nous qui ressentons ça, alors que c'est ce qu'on nous envoie et on doit apprendre à distinguer le non-verbal de l'autre, l'émotion de l'autre et nous. Et oui, et effectivement, j'ai déjà vécu ça, bien sûr, en casting. D'ailleurs, les 2 derniers castings que j'ai fait où j'avais une pression énorme, c'était pour le Mogador, donc c'était Sister Act et Ghost. Je me suis tellement mis la pression que j'ai pas fait ma bulle. Et nous, quand on fait pas notre bulle, c'est une catastrophe. Et donc, j'ai perdu mes moyens parce qu'en fait, la proximité avec les gens en casting, c'est hyper dur parce qu'on voit
On voit tout de suite quand on est hypersensible, celui à qui l'on plaît, celui à qui on plaît pas, et celui qui a des doutes. Oui, tout à fait. Et si on se met à ressentir tout ça, on n'est plus là et on se plante, mais total. Et le pire, c'est que tu commences à hyper-mentaliser. Tu n'es plus vraiment dans le moment présent, en fait, avec la personne en face de toi. Oui, c'est ça. Tu es en train d'élaborer des stratégies pour pouvoir, tu sais, pallier au malaise, quoi. Exactement. C'est bien fou. Exactement. Et c'est là, du coup, que bon, on n'est pas dans notre super power à ce moment-là. Exactement. Mais bon, l'hypersensibilité, c'est aussi un super power. On va en parler dans quelques minutes. Donc, on était à la 3e caractéristique, oui. 4e maintenant. 4e. Tu l'as dit lorsque tu faisais tes castings, on a besoin de temps pour se ressourcer, c'est essentiel. Et parfois, vous pouvez, si vous êtes dans ce cas-là, vous sentir un peu la brebis galeuse en fait. Parce que tu sais, très souvent, quand tu pars en vacances avec des copains, moi ça m'arrive assez souvent, j'ai toujours besoin d'un temps où je fais l'ours, où je reste dans ma grotte, où j'ai vraiment besoin d'être tout seul. Et c'est viscéral en fait. Et c'est même pas que je fais la gueule ou quoi que ce soit, j'ai vraiment besoin de me retrouver tout seul. Sinon, mon énergie, elle est tellement utilisée quand je suis avec les autres, je donne tout, que j'ai vraiment besoin d'un temps nécessaire tout seul pour me ressourcer. Donc la plupart des personnes hypersensibles sont généralement introverties. Donc ce qui signifie qu'on a besoin de temps tout seul. C'est là où tu vois, les personnes extraverties, elles arrivent à se recharger à travers les relations sociales. Je pourrais te citer plein d'exemples en fait, de personnes qui ne sont que bien qu'avec les autres. En revanche, lorsqu'elles sont toutes seules, eh ben, leur énergie commence à s'évaporer. Alors qu'une personne hypersensible a besoin vraiment d'un temps toute seule pour pouvoir être suffisamment présente pour les autres. Mais du coup, excuse-moi de te couper dans les 5 signes d'hypersensibilité, mais moi je pense que j'étais introvertie, je suis devenue extravertie par mon métier. Ah oui. Mais à la base, quand je suis avec beaucoup de monde, j'ai vraiment besoin, enfin vraiment il y a des moments où si je parle longtemps avec une personne, qu'elle m'absorbe de questions et que je ressens justement plein de choses et c'est trop, je vais avoir ce besoin de partir, de revenir. Mais c'est ça. Donc je crois que je suis une fausse extravertie. Je pense que tu peux être introverti mais hyper sociable. C'est ça, peut-être. Ouais. Et donc, on peut extraverti, ça fonctionne pas vraiment avec hypersensible. Ça existe aussi. Ah ouais? Ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. D'accord. Tu as des personnes qui sont très portées sur les relations, sur les autres, sur l'extériorité, mais qui, malgré tout, sont très sensibles. Mais c'est des cas beaucoup plus rares, quand même. D'accord. Et alors, le 5e signe de l'hypersensibilité? C'est la sensibilité à la critique. Alors ça peut donner lieu à des ruminations mentales et des conséquences de ouf, parce que en fait, on est très dépendant du regard des autres. Et ça, c'est un gros problème. Et ça relève des blessures émotionnelles, comme la blessure du rejet ou de l'abandon, où tu attends toujours la validation des autres pour te sentir le droit d'exister. Ça, Lise Bourbeau en parle très bien dans son livre sur les 5 blessures. Les rappels? Alors, il y a... Tu vas dire laquelle en premier? Alors, je vais utiliser l'acronyme TRAHI. Ah, tu dis, ok, oui. Pour pas les oublier. Donc, le T de trahi, le R de rejet, le A d'abandon, le H d'humiliation et le I d'injustice. Parce que tu sais que des fois, celui que tu oublies, enfin, la blessure que tu oublies, c'est généralement celle qui est la plus présente en toi. C'est pour ça que je te faisais un test. Ouais, c'est pas impossible. Ouais, donc sensibilité. Sensibilité à la critique, parce qu'on dépend énormément du regard des autres. Et pour éviter la critique, tu sais, on est amené à mettre en place une certaine forme de perfectionnisme. Dans nos us et coutumes, dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de travailler. On va des fois se prendre la tête à nettoyer sa maison de ouf, à avoir un travail irréprochable, juste pour éviter d'être critiqué. Mais ça va être au détriment de son équilibre, de sa santé mentale et tout ça, de son sommeil. Et on peut vraiment atteindre des comportements extrêmes pour éviter cette critique. Je me demande d'ailleurs si l'hypersensibilité et le burn-out n'ont pas un rapport quand même assez... C'est un facteur qui vient favoriser le burn-out justement, en cherchant ces comportements parfaits. Seulement 2% de la population serait haut potentiel et 20 à 25% d'entre eux seraient hypersensibles. HPI, HPE, est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? Parce que moi je t'avoue que je m'étais posé la question, bien que j'ai un QI à -20 très souvent, donc je me suis dit je ne peux pas être haut potentiel. C'est pas possible, mais c'est vrai que je cochais à peu près toutes les cases du HPE, sauf que comme je peux pas avoir un QI extraordinaire,
Mais finalement, c'est peut-être l'hypersensibilité. Donc du coup, explique-moi un peu si tu as étudié les différences entre les deux. Oui, un petit peu. En fait, c'est drôle que tu parles de ton QI comme ça parce que c'est très subjectif. En fait, c'est évalué selon des critères très quantitatifs. Mais finalement, moi, j'ai fait des études de psycho et on nous a toujours enseigné qu'en psychologie, l'intelligence était la capacité de s'adapter à un environnement ou une situation. Comme Darwin, quoi. C'est ça. Hein, c'était quoi la citation? Je ne saurais pas le faire comme ça. Ce qui crée la survie de l'individu, c'est sa capacité d'adaptation. Mais c'est ça, c'est effectivement ce que la théorie de Darwin, c'est les éléments les plus forts dans chaque espèce qui survivent. Les éléments les plus forts, donc ceux qui savent le mieux s'adapter en fait. Exactement. Donc tout est une question d'adaptation. Alors, l'hypersensibilité, c'est quoi en fait? C'est une réaction forte aux stimuli sensoriels qui sont dans l'environnement. Et le haut potentiel émotionnel, HPE, puisqu'on s'intéresse plus aux émotions aujourd'hui, c'est justement une faculté à bien utiliser ses émotions. D'accord? C'est vraiment utiliser. Il n'y a plus du tout d'histoire de submersion et tout ça. C'est que tu as une énorme capacité à utiliser tes émotions dans le monde relationnel pour vraiment saisir les émotions des autres sans te laisser envahir. Donc ça te permet vraiment d'avoir une attitude parfaitement adéquate, de vraiment adapter ton comportement grâce à cette intelligence émotionnelle. Donc chez l'hypersensibilité, on parle davantage d'intensité émotionnelle, alors que chez le HPE, on parle davantage d'intelligence émotionnelle. D'accord. Et donc toi, du coup, tu te dis pas que tu es HPE, par exemple? Ça dépend peut-être des situations. Il y a des situations où je suis sûr que toi, tu as vécu des choses similaires sur des plateaux télé. Par exemple, tu as une grande capacité à comprendre et à gérer les émotions des autres en fonction des situations où tu es particulièrement à l'aise, là où tu es bien aligné. Oui, hein? oui. Là tu arrives facilement à te poser et à vraiment bien comprendre, bien saisir la situation dans son ensemble. Ensuite, tu peux avoir une empathie accrue, c'est-à-dire, là, comme tu m'as reçu tout à l'heure, tu as vu, j'ai des allergies et tout. C'est-à-dire bien saisir les émotions de la personne en face de toi sans te laisser envahir par ses affects. C'est-à-dire garder ta propre stabilité. Alors ça, c'est une spécialité chez moi. Par contre, c'est vrai que là, j'ai fait une émission de télé-réalité, Les Traîtres, et ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur. C'est-à-dire que là, j'étais en hypersensibilité totale. Alors heureusement, j'étais avec une autre youtubeuse, Aline Dessine, qui est aussi, je pense, hypersensible. En tout cas, qui a un fonctionnement, je ne sais pas si on peut dire neuroatypique, enfin, qui a une intelligence vraiment particulière. Elle doit être au potentiel, un truc dans le genre. Et du coup, elle et moi, on était à fleur de peau, quoi. Et ça, c'est ennuyant parce que quand l'hypersensibilité prend le dessus sur tout le reste, on n'est pas dans notre efficience, quoi. Oui. Ça, c'est très perturbant. Maintenant, ouais. J'imagine que les conditions de tournage, vous aviez la pression, donc forcément ton potentiel, il devait être un petit peu malmené quelque part. Tu ne pouvais pas utiliser tes forces comme tu le souhaitais. Tu devais agir sous la contrainte du stress, du regard des autres, de la critique, C'était que l'inconscient qui a pris toute la main. 80% du temps, de toute façon, c'est l'inconscient qui prend la main. Mais c'est vrai que quand on travaille sur ses émotions, ça veut dire qu'on travaille à la pleine conscience aussi. Et là, on est à même vraiment de ressentir les gens, de ressentir les choses sans que ça nous envahisse. Or là, j'avais clairement des détracteurs. Ouais. Ça m'a envahi totalement. Même si c'était un jeu, c'était perturbant. Même si c'était un jeu parce que c'était la réalité. Ouais. Tu vois, puis la fatigue faisant, etc. C'est juste vers la fin où je rigolais et j'ai pris ça comme un jeu, même si en face j'avais toujours les mêmes retours perturbants. En fait, à la fin, je me suis amusée, mais voilà. Mais c'est vrai que l'hypersensibilité peut jouer des tours, mais on l'a promis quand même. Maintenant, on va parler du super pouvoir de l'hypersensibilité. Ouais. Donc toi, Steve, qu'est-ce que ça a changé pour toi de le savoir et qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie? Ah, c'est une très bonne question. Moi, c'est arrivé à la fin de la trentaine. Maintenant, j'ai plus de 40 ans passés. Et je pense que dans Tu es jeune, hein? Ouais, je te remercie. Mais je crois qu'on a le même âge. On est né la même année. C'est pour ça que je te dis ça. T'es né en 82. 82, ouais. Je t'ai googolisé. On est très jeunes. Hein. Ouais. Vous aussi, peu importe votre âge d'ailleurs. On est tous très jeunes. Tu vois, dans la vie, quand tu atteins un certain âge, il y a un certain cap qui se place avec des grosses questions existentielles. Et moi, je crois que, tu vois, ma maladie chronique a explosé à ce moment-là. Et je pense qu'au fond, j'avais vachement peur. J'étais pas assuré. Tu sais, j'avais pas d'alignement et il y a tout qui partait dans tous les sens. Et aussi, c'est arrivé pendant le Covid. Et sur le plan professionnel, j'ai vécu un effondrement
J'avais une société dans l'événementiel qui s'est complètement effondrée. J'avais des emprunts parce que je venais d'acheter un appartement. Bref, tu sais, j'avais beaucoup de peurs profondes comme ça. Et ce qui a fait que mon corps a dit stop. C'est plus possible. Tu peux plus agir comme avant, la tête dans le guidon, à être dans une fuite en fait. Parce que c'est une fuite de se réfugier. Aussi. Ouais, d'être moi-même, de me réfugier dans le travail pour être le bon garçon, tu sais, la personne qui réussit dans la vie. Et finalement, je pense que pour répondre précisément à ta question, l'hypersensibilité m'a permis de me pardonner. Mais de me pardonner dans le sens de arrête de culpabiliser, fous-toi la paix et permets-toi de vivre tes émotions. Laisse-toi traverser par ces émotions plutôt que de lutter contre. Alors voilà, ce point de bascule m'a permis de retirer cette armure de garçon fort. Tu sais, cette connerie que beaucoup d'hommes se traînent en ce moment avec toutes ces théories virilistes et tout ça. Les femmes aussi, je te rassure. Ah oui, oui. Ouais, parce qu'on est quand même le sexe faible. Oui. Ça reste dans l'inconscient collectif, hein. Je pense, même s'il y a plein de femmes qui sont super fortes et tant mieux. Mais voilà, c'est vrai que du coup, je comprends exactement ce que tu dis. Donc du coup, pression folle, tu fais tes pressions folles. Pression folle, je voulais être le bon chef d'entreprise, le bon compagnon pour ma relation de l'époque, le bon fils pour sa maman, tu vois, le mec qui veut être toujours au top. Mais en fait, je me suis pardonné, je me suis permis, ça a pris du temps, ça n'a pas été un parcours simple, mais je me suis permis d'être moi-même avec mes imperfections et c'est là que je pense où j'ai vraiment pu me mettre le doigt sur mes véritables ressources et arrêter de jouer un rôle. C'est ça, notre vie change le jour où on laisse tomber le masque de je dois être comme ci, je dois faire ça et je dois me comporter comme ça, etc. Et où on s'accepte, même quand on pleure, même quand on est en colère, et même quand on n'est pas exactement comme on aurait aimé être en fait. Et c'est là que notre vie change. C'est ça, c'est en acceptant ses pardons, hein. Parce qu'il n'y a pas que des choses jolies à avoir en soi, des choses qui sont facilement acceptables. Et donc c'est en acceptant ça que finalement les choses se calment et qu'on arrive vraiment à accéder au vrai trésor de notre personnalité, je trouve. C'est ça qui est chouette. Et on parle de trésor, donc là c'est une super transition, on va parler d'amour. Tu as parlé d'être parfait pour ta compagne. Moi, si tu veux, ma grosse sensibilité, elle est sur les conflits. Je ne supporte pas les conflits. Et donc, qu'est-ce que tu dirais de l'hypersensibilité en amour, du coup, force ou faiblesse, ou un peu des deux? Beaucoup des deux même. Il y a beaucoup d'exigences parce que quand tu es avec quelqu'un, généralement tu donnes tout de ton être, de ce que tu as, en fait, tu as envie de tout donner, de ton temps, ta présence, ton énergie. Plein d'amour, parce qu'en fait, la roue des émotions, on va en parler, la roue des émotions, mais c'est ça, c'est à la joie, la peur, la tristesse, le dégoût. Donc l'amour, c'est aussi puissance 1000, quoi. C'est ça, tout est décuplé. Et ce qui peut être contrariant, c'est que tu ne retrouves pas cette réciprocité en face, en fait. Donc ça peut créer des tensions et ça peut être complètement déstabilisant. Et puis il y a cette volonté de toujours vouloir bien faire. Encore une fois, tu sais, de sombrer dans le perfectionnisme. Parce qu'au bout d'un moment, il faut se le dire, c'est un vice, la perfection. Et donc on se met à vouloir tout bien faire, avoir un intérieur impeccable, être irréprochable aux yeux de son ou sa partenaire. On voit qu'il y a une sorte de déséquilibre, d'inadaptation. Et donc, très souvent, on s'aperçoit que les rapports peuvent être déséquilibrés. Et tu sais, il y a ce côté, encore une fois, empathe, mais trop empathe, en mode éponge émotionnelle, où tu vas prendre tous les affects de l'autre. Donc, en gros, quand tu es hypersensible et que tu es en couple, le plus gros risque, c'est de vraiment prendre une énorme charge émotionnelle sur le dos et de t'oublier quelque part, d'oublier tes propres besoins. Donc, d'oublier ta vraie personne, ta propre personne dans la relation. Et parce que tu sais, il y a cette peur toujours de rupture. Ouais. Ça, c'est souvent lié à la blessure d'abandon. Et ça, c'est très sérieux et ça concerne beaucoup de monde. Et je suis passé par là, je ne sais pas toi. Mais tu sais, des fois, plutôt que de s'occuper de ses besoins, on va faire tout, coûte que coûte, pour que la relation dure. Encore plus quand on a des enfants, puisque l'enjeu est beaucoup plus fort. Des fois, pour les enfants, on va le faire pour les enfants aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Mais quand tu fais ça, tu oublies tes propres besoins. Donc tu t'oublies dans la relation et tu oublies vraiment ce qui est essentiel et ce qui fait qu'au début, ce qui faisait qu'au début la relation marchait. C'est que tu étais une personne à part entière, tu étais authentique, tu apportais des choses à toi et au bout d'un moment, il y a une certaine forme d'effacement pour garder un consensus, pour garder une sorte de statu quo et éviter ce qui est le plus redoutable, c'est-à-dire la rupture et l'abandon. Ça, c'est très compliqué à gérer, ça demande un travail sur soi, mais par moments, c'est essentiel de revenir à soi, quitte à vivre des conséquences qui sont assez compliquées à vivre. Ouais, donc l'idée c'est ça, c'est d'éviter le masque quoi qu'il en soit, surtout dans une relation.
parce qu'on dit chasser le naturel, il revient au galop, finalement, le masque, on aura beau le mettre, il y a un moment donné où on va avoir des besoins qui vont être plus forts. Et c'est là où le couple peut partir en vrille, en fait. C'est ça. Et en même temps, ça peut aussi être une épreuve qui vient solidifier le couple, parce que cette épreuve va permettre à l'un et l'autre, dans la mesure où l'un et l'autre sont prêts à travailler sur eux, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça peut vraiment permettre de renforcer le couple à travers cette épreuve. Voilà, et c'est pour ça que l'idée c'est de travailler quand on sait qu'on est hypersensible sur son masque dès le démarrage dans la relation. Absolument. Et ainsi on va ensemble dans la même direction et ainsi la relation dure et elle est belle et elle est en confiance. Parce que la notion de confiance, je pense, dans un couple, c'est la base. C'est la base, c'est essentiel. Et c'est pas évident parce que plus on mûrit, je vais pas dire on vieillit, et puis on arrive chacun avec des bagages différents, avec des enfants généralement aussi dans les valises pour quelques-uns d'entre nous. Et donc forcément c'est toujours un petit peu plus difficile de mélanger les émotions et de ne pas avoir peur des traumatismes qui se répètent, etc. Puisqu'en fait je lisais un livre qui disait que nous voyons la vie avec les yeux de notre passé. Et donc forcément c'est ça qu'il faut travailler pour après arriver à une relation vertueuse émotionnellement, psychologiquement et à tous les niveaux. Être hypersensible, c'est un petit peu la roue des émotions, hein. C'est-à-dire que la colère va être très vite exacerbée, les larmes seront très longues, on comprendra pas forcément des fois pourquoi on pleure, on se comprendra pas vraiment d'ailleurs. Il faudra vraiment du temps de mettre des mots sur toutes ces émotions. La joie aussi sera exacerbée, comme tout le reste. Alors, ce qui est chouette, c'est quand on sait qui l'on est, ça nous permet vraiment de contrôler un petit peu mieux cette roue des émotions. Donc moi, je rigole beaucoup. Et alors, quand je pleure, ça peut durer 20 minutes. Si ce n'est plus. Et ce qui est terrible, c'est que là, je n'ai plus de mots, je ne sais même plus exprimer parce que je dois d'abord apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Je sais pas si tu vis ça. Si, il y a une confusion émotionnelle en fait, où c'est le brouillard. On se comprend pas. On se comprend plus. Mais là, c'est là où, ça me rassure. Où le besoin d'extérioriser est super important en fait. Oui. Parce que incontournable. Mais ouais, c'est incontournable. Parce que le souci, c'est, tu sais, on a ce besoin de se retrouver seul. Mais la conséquence, ça peut être de se sentir isolé émotionnellement, à un tel point qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à discerner ses émotions et à comprendre le besoin caché derrière ces émotions. Donc il faut extérioriser. Donc n'ayez pas peur de pleurer en public lorsque vous êtes triste. Voilà. Exactement. Moi c'est vrai qu'en consultation, des fois j'ai des personnes qui pleurent et on sent qu'elles s'excusent limite de pleurer. Oui. Je dis non, vas-y. Et quand tu pleures ça maintenant, demain tu pleureras plus. C'est tu touches à quelque chose de très important, d'essentiel. C'est le moment. Puis j'aime bien cette image aussi qui dit que l'émotion ce n'est qu'un pic. Absolument. Donc le pic il monte mais il va redescendre toujours. Donc arrêtez d'avoir peur de ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, en maternelle, hein, finalement, les émotions, qu'est-ce que c'est et tout. Et puis, je sais pas, plus on devient adulte, et puis c'est comme si on nous avait appris à pas pleurer, à surtout tout foutre sous le couvert de la casserole. Et c'est comme ça qu'il y a de la violence. Et c'est comme ça, finalement, qu'il y a des choses qui ont des conséquences énormes. Des maladies. Des maladies aussi, effectivement. Parce que on n'accepte plus l'émotion alors que finalement c'est un outil extraordinaire. Comment tu as fait d'ailleurs pour transformer ces émotions qui étaient pour toi des faiblesses, des tares avec les autres, etc. en des forces? Et aujourd'hui c'est carrément ton métier. Oui, mais tu as raison. Alors moi l'émotion qui me posait le plus problème c'était la colère. Et vraiment, toi aussi. Mais colère puissance 1000. Et tu sais, la colère c'est l'émotion qui a la plus mauvaise presse dans notre société occidentale et encore plus en Asie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a appris à taire cette colère, à l'étouffer. Mais cette colère, c'est pas parce que tu l'étouffes que tu mets une chape de béton armée dessus qu'elle va disparaître. Tu sais, c'est un petit peu comme sur une usine atomique qui a eu un accident, tu mets une chape en béton, les radiations elles continuent toujours. Bah pour nous c'est pareil. Et ça c'est hyper important et ça peut avoir des conséquences très graves en fait sur la santé. Oui. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc une émotion c'est une énergie. Une énergie c'est fait pour être transmis, pour être verbalisé, extériorisé. Tu la gardes en toi, ça va créer, la colère ça va créer une brûlure dans ton corps. Et donc c'est essentiel d'extérioriser. Tu peux le faire de manière artistique, à travers l'écriture, à travers le chant, à travers la danse. Je ne cesse sur ma chaîne YouTube de dire que le corps est votre meilleur canal pour extérioriser les émotions. C'est votre meilleur médium pour donner une forme à ces émotions et les exprimer. Donc ça peut être dans un but artistique, mais ça peut être sportif. Moi je me suis mis à la boxe thaï, ça me fait un bien fou parce que justement j'ai désappris à exprimer
à extérioriser cette agressivité. C'est génial, j'ai regardé une vidéo ce matin, c'était David Laroche, ouais. Et il parlait justement de la violence, et il disait en fait la violence elle existe et elle est de plus en plus forte parce qu'on nous apprend à surtout pas être en colère. Mais créer des espaces où la violence est permise, parce qu'en fait les pulsions violentes on les a toutes en nous, et la colère exprime des choses, je ne suis pas compris, donc je crie, je m'énerve, etc. Donc apprenons aussi à l'accepter, parce qu'elle n'a pas que d'état. Et effectivement, en faisant ce sport, qu'est-ce que ça change pour toi? Ce dont je me suis rendu compte, et je ne pensais pas que ça pouvait se passer, parce que je suis d'un tempérament colérique. Attends. Ouais. C'est une... Ah non. Ça, tu peux rien. Tu peux rien. T'as des hypersensibles. Oh, appelle de ce bruit. Celle-là, je la laisse. Ah, donc on en était où, du coup? Oui, ce que je te disais, c'est que en faisant... dis donc. Ouais, en faisant de la boxe... Génial. C'est vrai que t'es pas déstabilisé, ça c'est non, cool. je suis concentré sur ce que je dis. T'es bien. Je suis bien. Ouais. En faisant de la boxe, je me suis dit, je vais être à l'aise parce que je vais pouvoir libérer ma colère. Sauf que quand mon prof de boxe est venu me chercher, dans mes tréfonds, hein, vraiment, et ben c'était pas si facile de lâcher cette agressivité. Pourquoi? Parce que j'ai appris à la taire. J'ai toujours appris à l'enfouir. Et les seuls moments où ma colère déborde, où on me reproche de me mettre en colère, c'est quand je la contiens plus en fait. Tu sais, c'est comme un volcan où tu accumules trop de frustration cristallisée en toi. Et au bout d'un moment, c'est même plus toi qui contrôle l'accès à cette colère ou pas, c'est elle qui prend le dessus sur la situation. Et là, tu maîtrises plus rien en fait. Là, l'effet inverse, quand tu fais un sport qui vient aller chercher cette violence en toi, c'est toi le maître du jeu. C'est toi qui viens décider quand elle se déclenche. Et ce qui est génial dans la boxe, c'est que tu as besoin de cette colère. Tu as besoin de libérer le chien en toi là pour aller casser la tête de ton adversaire en face. Et ça fait un bien fou après parce que c'est fait dans un cadre respectueux. Et après, tu te sens mais tellement bien. C'est tellement fluide, puis tu es tellement fier de toi et puis vidé. Enfin, c'est comme si tu étais lavé de l'intérieur, quoi. Ouais, et du coup, finalement, les moments où certaines choses vont te mettre en colère, j'imagine que au lieu de passer de 0 à 10, ça va faire 0,5 et puis ça va descendre beaucoup plus tranquillement. C'est ça, puis tu arrives à relativiser, à prendre du recul sur tes émotions parce que tu as mieux appris à la maîtriser en amont. C'est ça. Donc tu la laisses plus prendre le dessus, tu sais que c'est toi qui reste le maître du jeu en fait, quelque part. Mais ça passe par l'aménagement d'espace, de moments où tu laisses exprimer cette émotion. Ouais. On dit aux enfants, par exemple, quand ils sont en colère, prends un coussin, tape dessus, vas-y, sors là et puis tu reviens, quoi. Quand on est hypersensible, la difficulté, c'est bien sûr l'estime de soi. On a l'impression de ne rien valoir et c'est vrai que c'est un travail de tous les jours. Steve compare cela un petit peu à une randonnée avec soi-même pour pouvoir finalement, peu à peu, se libérer de tout ce qu'on pense être des fardeaux et puis avancer sur notre chemin un petit peu plus léger, plus fort et en confiance et estime de soi-même. Il y a un lien de dépendance qui se crée avec l'extérieur. Donc tu vas être dépendant d'un conjoint, de ton patron, de tes amis, et tant que tu n'es pas validé par eux, en fait, ton image, elle n'est pas satisfaisante, l'image que tu te fais de toi-même. Donc tu fais tout pour plaire aux autres, et donc qu'est-ce qui se passe encore une fois quand tu es dans cette optique-là? Tu oublies ce que tu veux, tu oublies tes besoins, tu oublies tes envies, et tu restes toujours dépendant du désir des autres. Et c'est comme ça qu'on s'oublie, et c'est comme ça qu'on se disperse. Ouais, et c'est comme ça qu'un jour on se réveille, on fait une crise de quarantaine, une crise de cinquantaine ou que sais-je. À travers une rupture, à travers une maladie, à travers des événements que la vie va mettre sur ton chemin pour te dire retrouve ta place maintenant. Mais comment on fait pour retrouver sa place justement en mettant un peu derrière nous cette mésestime de soi et ce découragement? Je sais pas si tu vis ça toi, mais moi c'est vrai que j'ai des moments de découragement qui sont comme les émotions, quoi. Je vais avoir des moments de découragement très haut, puis d'un coup je vais me reprendre, je vais écouter la chaîne S'enrichir sur YouTube, je vais remonter à 10 sur la motivation et la confiance en moi. Enfin, du coup c'est ça aussi, je sais pas si tu vis ça. Mais si, et puis je pense que là-dessus on se ressemble bien, c'est qu'on a envie de réussir. Oui. Hein, on est assez ambitieux. Ouais. Et le truc c'est se pardonner. C'est la clé, le pardon, arrêter de culpabiliser, de ne pas faire les choses comme on l'avait prévu. Tu vois, moi j'avais prévu d'avoir des enfants, tu as été plus rapide que moi. J'ai pas l'horloge biologique, mais j'ai 42 ans, j'ai toujours pas d'enfants. Je me dis c'est bon, on se pardonne. Et c'est pas en se mettant, tu sais, la rate au courbouillon, en se mettant une pression énorme,
que tu vas attirer la bonne personne pour développer un projet, que ce soit pro ou que ce soit familial. C'est déjà soi-même, être OK avec soi-même. Ce qui est sûr, c'est que quand on sait qui l'on est, ça nous aide vraiment à mieux avancer avec soi, les autres, le monde. Steve nous explique un petit peu comment l'hypersensibilité a changé aussi sa vie. Déjà, la meilleure relation que tu dois établir, c'est celle que tu entretiens avec toi-même. Les relations que tu entretiens à l'extérieur sont le miroir de la relation que tu entretiens avec toi-même. Donc il est indispensable d'être bien avec soi-même, d'être respectueux, d'être cool, d'être tranquille et d'être bienveillant aussi. Et ça passe par ça, la guérison des blessures. C'est de la bienveillance et du pardon. Et tant que tu es dur avec toi-même, tu vas attirer quoi? Tu vas attirer des gens qui vont réactiver les blessures qui te font souffrir. Tant que tu ne t'es pas pardonné à l'intérieur de toi, à l'extérieur, le monde va être le miroir de tes souffrances intérieures, de tes conflits intérieurs. C'est incroyable ce que tu dis parce que, tu vois, tu me disais, bah, toi, tu as eu des enfants, moi, j'en ai pas eu. Et je m'étais dit, et j'aime pas cette croyance, là, je suis en train de transformer cette croyance-là, mais je m'étais dit, j'ai l'impression qu'on peut pas réussir toutes les sphères de sa vie. Tu vois, quelqu'un qui gagne super bien sa vie, va pas forcément être présent dans sa vie familiale, donc il va avoir un bug dans sa vie familiale. Et à l'inverse, quelqu'un qui est très présent dans sa vie familiale va pas forcément avoir la fameuse roue de la vie hein, qu'on fait en coaching. L'idée, c'est d'être à 100% OK sur l'argent, le travail, l'amour, les loisirs et tout, et de travailler ça tout le temps. Il faut vraiment travailler le rapport à soi sur la problématique. Donc si là, tu me dis, bah, j'aurais aimé fonder une famille, ok, quel est, là on va partir en coaching, mais quel est le bénéfice caché à pas fonder une famille aujourd'hui? Parce que moi je me suis rendu compte que j'avais un bénéfice caché à pas réussir. C'est tandis que je réussissais plus dans ma carrière, je réussissais ma vie de maman selon ce qu'on m'avait appris, c'est-à-dire qu'une maman est tout le temps là pour ses enfants. Et oui. Et donc, tu vois? Oui, tu as privilégié ta vie de maman. Bah ouais. Je l'ai choisi aussi, tu vois. Et donc aujourd'hui, le fait d'aller travailler un peu plus, j'ai une culpabilité parce que du coup, moins présente en tant que mère, tu vois. Et mais l'idée, c'est d'aller chercher un équilibre dans tout ça. Absolument. Ce que tu vas faire aussi. Tout équilibre. C'est comme ça que tu vas trouver l'amour. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a des cycles dans notre vie aussi, où il y a des domaines de ta vie qui vont être plus faciles à développer à certains moments de ta vie. Et puis d'autres, ça sera peut-être pas le véritable moment propice pour développer ça. Exactement, tout est une question de moment. C'est la parole sage de Steve Jurion. On va dire ça. Steve Jurion d'ailleurs, donc hypersensible, hyper avisé sur le sujet, donc formateur aussi, avec ta chaîne YouTube. Dis-moi, est-ce que c'est finalement le sujet de l'hypersensibilité qui a fini par donner un sens à ta vie? Raconte-moi un peu si tu devais voilà, me parler de ta quête de sens, puisqu'ici on est dans quête de sens pour terminer cette interview. Je m'attendais pas à cette question, en fait, Nancy. Tu cherches pas du sens en tant qu'hypersensible? Mais si, en fait, si. Mais c'est un peu le problème, je suis toujours en quête de sens. On est toujours en quête de sens toute sa vie, ouais. Et c'est pour ça que je me suis jamais senti à l'aise lorsque j'étais enseignant ou lorsque j'ai travaillé en entreprise. J'étais jamais à ma place. Et je pense que là, en fait, la formule magique pour ma chaîne YouTube, ce qui est vraiment écologique pour moi, c'est que je travaille des problématiques personnelles et je les partage aux autres. Mais tu sais, je me situe pas là par rapport aux autres, je me situe au même niveau. Ouais, moi plus, l'autre plus, c'est ça. C'est ça, et je suis mon propre laboratoire de recherche en fait. C'est-à-dire que j'ai mes questions existentielles de quadra occidental, et j'essaie de comprendre ce qui se passe, je me documente, je me forme, je me fais accompagner aussi depuis pas mal d'années, et je partage le fruit de mes recherches. Et je vois que ça aide du monde. Et je trouve que c'est vraiment écologique en fait. Et vertueux. Et c'est ça, c'est vertueux parce que je me fais du bien à moi, je partage tout ça et ça fait du bien aux autres. Exactement, donc ça a du sens et merci pour ce que tu fais Steve. Je vous mets le lien de la chaîne de Steve juste là. Et puis si tu devais finir par un mantra encourageant, le mantra d'hypersensible. Un mantra, soyez pas trop dur avec vous. Déjà c'est écoutez-vous, ne soyez pas trop dur avec vous et pardonnez-vous. Ouais, la notion du pardon est hyper essentielle. Un énorme merci Steve. Merci Nancy pour ton accueil. J'espère que vous avez apprécié ce rendez-vous. Je suis de retour la semaine prochaine pour d'autres sujets en quête de sens. N'hésitez pas donc à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.